Bonjour et bienvenue dans Smart Tech, votre émission quotidienne dédiée à l'innovation. On va commencer aujourd'hui par un focus sur la mobilité. On va s'intéresser à ces startups qui veulent bouger, secouer le secteur du transport. Ce sera dans la séquence Launchpad avec Marwan Elfites qui est le patron des programmes startup à Station F. On en parle donc dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, je vais avoir un nouveau plateau d'invités, acteurs de l'industrie culturelle, et je leur demanderai à eux que se passe-t-il quand les arts, la culture rencontrent le numérique. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous Game Business. On va décrypter 3 actualités majeures du secteur et on conclura par une innovation qui pourrait donner naissance à un nouveau sport de glisse. Mais d'abord, donc place au Launchpad. Le Launchpad, c'est cette séquence où Marwan Elfites nous invite à travers ses récits dans Smart Tech à découvrir les coursives de Station F, le plus grand campus de start-up d'Europe. Bonjour Marwan. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à ce qui bouge dans le transport, ces start-up qui veulent réinventer la mobilité, travailler sur de nouveaux modes de déplacement pour demain. Oui, alors il y a un acronyme dont je parle assez souvent ici, c'est les GAFAM. Il y en a un autre dont on parle un peu moins, les NATU. Alors, les NATU regroupent d'autres géants de la tech, notamment aux États-Unis, les Netflix, les Airbnb, Tesla et Uber, qui, depuis quelques années, cassent la manière dont on vit une expérience client, ont cassé certains marchés de manière assez innovante. Ils sont rentrés sur des marchés où les barrières à l'entrée étaient vues comme étant infranchissables. Ce sont des disrupteurs. Disrupteurs. Et dans les NATU, on a 2 gros acteurs qui touchent à la mobilité, Uber et Tesla. Alors, si on s'arrête sur Tesla, par exemple, l'année dernière, la valo de Tesla a augmenté de près de 500 milliards de dollars, ce qui est colossal, ce qui en fait l'équivalent des 9 plus gros constructeurs automobiles, les Peugeot, les Renault, les General Motors et d'autres. Ce qui est aussi intéressant à travers la valo de Tesla, c'est qu'ils ne comptent vendre que 1% entre guillemets de la somme totale des véhicules vendus dans le monde avec les voitures électriques, mais ça fait une valo assez considérable. Alors, donc le poids dans les champions de la tech, le poids du transport vous semble important. Les défis auxquels ils doivent répondre, qu'ils ont cassé des modèles économiques, ok, mais maintenant il y a des défis quand même écologiques, environnementaux. Oui, effectivement, aujourd'hui on ne peut plus travailler dans la notion de mobilité sans prendre en compte des choses qui dépassent la mobilité, donc le respect de l'environnement, l'aménagement urbain. Et lorsqu'on travaille sur des solutions de mobilité, on va avoir affaire à différents acteurs publics, privés, qu'il faut arriver à concilier, et pénétrer des marchés dans un pays ne se fait pas forcément de la même manière que dans un autre pays. Alors si on parle de la France, on a un champion en France. On a un champion qui est un champion assez iconique qui est Blablacar. Blablacar qui est la première des licornes. Vous savez, on en a 12 aujourd'hui, des licornes dans l'écosystème français. Alan étant la dernière qui est sortie. Blabla, ce qui est super intéressant, c'est outre la thématique, c'est l'état d'esprit que les fondateurs ont réussi à véhiculer. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans le milieu, il y a pas mal d'articles dans le sujet sur la mafia Blablacar. Oui, qu'est-ce qu'on appelle la mafia, allez. C'est exactement la même chose que la mafia PayPal, qui est l'une des plus reconnues. Donc l'ensemble des PayPal a créé un environnement hyper favorable pour ses fondateurs et pour ses employés, qui sont aujourd'hui parmi les plus gros entrepreneurs, voire investisseurs de la planète. Musk en fait partie, Peter Thiel aussi, Reid Hoffman derrière LinkedIn aussi. Et derrière Blablacar, on avait près d'une trentaine de startups qui ont été créées par des anciens employés de Blablacar, souvent financés par les fondateurs de Blabla. Et ces startups ont levé près de 24 millions d'euros. Beaucoup sont notamment dans le domaine de la mobilité. On va voir ça juste après. Les grandes tendances que vous voyez dans ce secteur ? Quand on parle de mobilité, il y a pas mal de termes associés. On parle de mobilité as a service, comment j'arrive à me déplacer quand je veux, où je veux, et de manière très simple, géolocalisée avec les bonnes données qui vont avec. On parle de mobilité d'entreprise, comment mon employeur me permet aussi de me déplacer à ma convenance et de manière très très simple. On parle de mobilité saine, écologique, forcément. On parle de micro-mobilité, il y a eu pas mal de débats là-dessus, notamment les fameuses trottinettes et les vélos qui se répandent dans les villes aujourd'hui. Mobilité douce. Alors, il y a un programme dédié donc à Station F qui s'appelle le Move Lab. Il est porté par qui ? Porté par 2 acteurs. Un programme qui s'est lancé en 2017 dès le lancement de Station F. 2 acteurs, donc le CNPA. Alors, le CNPA, c'est le syndicat patronal qui regroupe les professionnels de l'automobile qui a plus d'un siècle. Donc c'est le principal syndicat dans ce domaine. Donc les professionnels de l'automobile, on va avoir différents acteurs, les vendeurs de véhicules, ceux qui vendent du carburant, ceux qui travaillent dans les énergies renouvelables et l'ensemble des services liés au secteur de l'automobile. Ils ne sont pas tout seuls, ils sont aussi accompagnés par Via ID, qui est une branche innovation du groupe Movisia. Alors derrière ce groupe, il y a notamment Noroto et Midas.
Et donc ces deux acteurs s'associent pour accompagner On ne pense principalement... pas forcément à eux quand on évoque le milieu des startups. Effectivement, et c'est ça qui est intéressant, c'est de mixer les deux. Il y a un réseau aussi considérable qui se fait derrière. Et du coup, deux axes principaux dans ce programme, l'autotech, l'ensemble des services innovants autour de l'automobile, et des nouvelles formes de mobilité aussi qui apparaissent autour. Et comment ça fonctionne alors, ce programme et les objectifs qui sont visés? Alors c'est un programme qui dure 6 mois, assez classique. Et là aussi, dans la proposition de valeur, c'est ce qu'on retrouve assez dans pas mal de programmes, mais du coup centré dans le domaine de la mobilité, du coaching, l'expertise, la mise en relation avec les acteurs du réseau. CNPA, c'est colossal. Et aussi pas mal de sponsors à chaque promo. Vous allez avoir des sponsors qui s'associent à la promo. BMW, par exemple, cette année, Cofidis, Bridgestone, et j'en passe, qui du coup travaillent avec les startups et les rencontrent aussi. Et puis un accompagnement sur la levée de fonds. Et alors, on trouve qui comme start-up aujourd'hui dans ce programme? Près d'une cinquantaine depuis 2007 qui sont passés par là. Ah oui. Mais si on s'arrête sur les quelques champions, dont on retient encore le nom Paycar, par exemple. Oui. Paycar, qui est une solution aujourd'hui qui appartient au Bon Coin. Donc on voit effectivement la solution, qui est une solution aujourd'hui de sécurisation des transactions financières, qui permet notamment de mettre en relation des acheteurs et vendeurs de véhicules d'occasion avec Paycar. Vous allez pouvoir vérifier l'identité des vendeurs et des acheteurs. Et Paycar va sécuriser la transaction en mettant les fonds sur un compte sous séquestre qui vont être ensuite versés aux vendeurs lorsque la transaction sera réalisée. Forcément, Le Bon Coin est l'un des plus gros acteurs aujourd'hui dans le marché de l'automobile et le marché de l'occasion. Ils avaient besoin d'avoir ce type de solution pour sécuriser ces transactions. Un deuxième exemple? ProofStation. Alors, ProofStation fait partie de ces startups qui ont l'audace de combiner hardware et software. Alors, ProofStation, vous allez pouvoir, on le voit là, on voit ces portiques, vous allez pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, scanner votre véhicule et détecter ensuite les anomalies sur la carrosserie. Un ensemble des centaines et centaines de photos vont être prises par le portique, qui vont permettre, grâce à l'intelligence artificielle, de détecter les réparations nécessaires et le coût associé aux réparations. Une startup qui avait plusieurs millions d'euros, qui fait face à des startups notamment en Israël. C'est hautement technologique. Il y a près de 80 portiques qui ont déjà été vendus, près d'une dizaine aujourd'hui qui ont été déjà installés. Alors, on n'a pas que l'auto, on l'a dit, dans ce secteur de la mobilité porté par les startups. Il y a aussi du vélo, il y a d'autres modes de transport qui sont représentés, des transports de demain à Station F. On a aussi des services RH à disposition vendus au grand groupe. Un kilomètre à pied, par exemple, permet de faire un diagnostic de la mobilité de ses collaborateurs, de pouvoir les placer sur les bons sites en fonction de l'endroit où ils habitent, ce qui est nécessaire aujourd'hui pour les plans de mobilité employeur qui sont maintenant requis par la loi. Il y a ZenRide qui permet aussi à des entreprises d'avoir des vélos de fonction. Veolia notamment est passé par ZenRide pour permettre à leurs collaborateurs de disposer maintenant de vélos de fonction et non plus d'automobiles de fonction. Donc ça, c'est pas mal de choses qu'on voit, des services RH pour permettre le bien-être des collaborateurs. Bon, on pourrait parler aussi de réservation de billets de bus, billets d'avion. Oui, Combo notamment qui permet de faire ça, rendu possible par là encore la législation, les fameux bus Macron il y a quelques années. Ouais. Là, vous allez aussi avoir une plateforme qui va vous permettre de réserver tout ça. Ocarito qui est à la frontière entre la travel tech et la mobility tech, qui permet aux collaborateurs et aux entreprises de gérer le déplacement de ces collaborateurs, qui est toujours pertinent, notamment à l'heure du télétravail où vous devez savoir où vos collaborateurs se trouvent. Merci beaucoup, Marouane Elfites, pour cet aperçu, parce qu'il y en a tellement d'autres qu'on n'a pas le temps de citer. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes Start-up à Station F. Alors là, c'est l'heure de partir dans le monde des arts et de la culture. On va s'intéresser à la numérisation des industries culturelles. Il y a un an, le monde de la culture a dû se dématérialiser soudainement, alors qu'on prépare enfin la réouverture des lieux où se rencontrent le public et les arts. Que restera-t-il de ce bond de l'industrie culturelle dans le numérique? Les arts, la culture et le numérique, c'est donc le sujet de notre talk avec Nicolas Godmet, partenaire chez OnePoint, architecte de la transformation des entreprises en charge, entre autres, des secteurs de la culture et des médias. Vous êtes également écrivain, créateur de la série audio La fin des idoles, dont on a parlé ici dans Smart Tech. Également autour de la table, Benoît Baume, fondateur de Fisheye. Au départ, c'est un magazine. Aujourd'hui, c'est décliné également en galerie, en agence ou encore en festival d'art immersif, comme cette année avec Les Ailleurs, que l'on pourra découvrir à la Gaîté Lyrique jusqu'au 18 juillet. Et nous avons également avec nous en visio un artiste, le réalisateur Pierre Zandrovitz, un des pionniers de la création audiovisuelle immersive. Alors, on va démarrer ensemble, Nicolas Godmet, pour avoir un aperçu déjà de ce qu'on appelle la numérisation des industries culturelles. C'est pas juste de l'art immersif, c'est pas juste avoir recours à la réalité virtuelle ou augmentée, c'est aussi réinventer ce contact qu'on a avec le public.
Alors effectivement, le numérique dans les industries culturelles, ça touche plusieurs pans. Il y a l'expérience avec le public, avec les usagers, et puis il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est le back-office, qui est aujourd'hui transformé par la data, l'intelligence artificielle, par tout simplement la dématérialisation de tous les actes de gestion. Et puis concernant les industries culturelles, il y a aussi tout ce qui concerne les droits d'auteur. Et puis, il y a, je parlais du contact avec le public, c'est aussi adopter des technologies de notre génération pour s'adresser à eux de manière plus interactive, mais aussi plus naturelle, finalement, Voilà, plus intuitive. plus intuitif. Alors, il y a eu la révolution des smartphones, donc maintenant toutes les expériences sont dites mobile first, Ouais. personnalisées, socialisées, avec aussi beaucoup Alors, d'audio. non, on commence, on est quand même au tout début de cette transformation numérique. Alors oui, et en même temps, il y a eu beaucoup d'améliorations ces dernières années. Par exemple, nous, on accompagne depuis 2017 les cinémas Pathé Gaumont Oui. pour une expérience phygitale avec les bornes que chacun connaît quand il va au cinéma, qui sont tactiles et donc qui s'inspirent de l'expérience du smartphone, mais dans l'espace de la salle de cinéma pour réserver son billet. Et voilà, des bornes qui s'améliorent en permanence. On a aussi accompagné, par exemple... D'ailleurs, je suis allée chez vous et j'ai vu la borne maître, en fait, qui contrôle l'ensemble du système. Exactement. Donc, les bornes Pathé Gaumont sont mises à jour régulièrement d'un point de vue technique et informatique dans les locaux de WinePoint, donc au Trocadéro. Et toutes les innovations sont préparées là-bas, chez nous. Alors, il y a aussi cette rencontre avec le public qui se fait à travers ces nouvelles expériences immersives. C'est le thème de votre festival Les Ailleurs. Donc, le public va pouvoir y aller à la Gaîté Lyrique à partir du 19 mai, vous me le Exactement. confirmez. Au moment de la réouverture de tous les lieux muséales. Qu'est-ce qu'on trouve comme type d'expérience dans Les Ailleurs ? Des choses assez diverses, puisqu'on retrouve aussi bien des expériences en VR, donc sous casque, aujourd'hui qui sont plutôt des expériences en temps réel, c'est-à-dire en gros, avant on était plutôt sur la vidéo à 360, c'est-à-dire qu'on faisait que tourner la tête dans le casque. Donc là, on a un aperçu de ce qu'on peut découvrir au festival. Hein. Exactement. Et aujourd'hui, on a des expériences beaucoup plus interactives. Par exemple, il y a une expérience qui s'appelle A Jellyfish, où on est dans un monde entouré de méduses. Et en fait, juste en pointant du regard une méduse et en l'appelant avec sa voix, la méduse va se rapprocher de vous et en fonction de l'intensité de votre voix, si vous êtes aigu, grave, fort, ou voilà, la méduse, elle va réagir avec vous juste au contact de votre voix et vous créez comme ça un rapport très spécial avec des animaux dans ce cadre-là, et les gens se prennent au jeu de manière absolument incroyable. Ou alors on a une autre expérience qui est uniquement sonore, en son binaural, avec des casques très enveloppants, qui est une œuvre sur le chant des cachalots, qui a été fait avec des artistes et des bioacousticiens. Et vous entendez les cliquetis des cachalots qui se rapprochent de vous, et qui est vraiment une expérience assez incroyable. Ça permet de générer de nouvelles émotions face à l'art. Est-ce que c'est aussi des expériences peut-être plus individuelles ? Alors, elles peuvent être collectives aussi, mais je pense que ça, c'est un des grands défis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand défi, c'est comment on transmet l'émotion par le digital. Parce que, évidemment, quand on regarde un tableau en vrai, on va au Louvre, on regarde la Joconde, on a une certaine émotion. Quand on regarde la Joconde sur son smartphone, il n'y a plus cette même émotion. Et aujourd'hui, le grand défi, c'est de se dire de quelle manière on va transmettre l'émotion, de quelle manière on va créer des sentiments forts chez le spectateur à travers l'art digital. Et c'est clair que les expériences immersives contribuent de manière extrêmement importante à pouvoir générer des émotions, parce que contrairement aux expériences qui sont médiatisées, comme le cinéma, la télé ou des choses comme ça, en fait, les expériences immersives viennent plutôt se mettre dans une partie de notre cerveau qui correspond aux expériences vécues. Typiquement, et le théâtre, ou le fait d'avoir une interaction avec quelqu'un. Et donc, du coup, clairement, on est sur un autre registre de l'expérience vécue plutôt que de l'expérience qui est médiatisée. Et ça, c'est un des gros enjeux. On est encore en train de découvrir, en train de chercher autour de ça. Mais c'est vraiment là où les choses vont se jouer. Et c'est pour ça que je trouve que les expériences immersives sont fascinantes, parce qu'elles nous amènent dans une autre dimension qui nous permettent de générer des émotions, qui est quelque chose qui, on court après ça depuis plusieurs années. Et là, on est sur le point de trouver un peu les clés qui vont nous amener sur une autre manière de pouvoir interagir avec le public.
Ah, on va en parler avec Pierre Zandouis, qui est avec nous donc en visio, réalisateur. Je le disais, bonjour. Vous présentez une œuvre justement en réalité virtuelle dans la sélection Les Ailleurs. Elle s'appelle What is Left of Reality et je vous propose qu'on en découvre un extrait. Alors, What is Left of Reality, ça explore une nouvelle forme de détresse. Vous nous dites une détresse existentielle de celles et ceux qui ressentent intensément les bouleversements climatiques du monde. Qu'est-ce que la réalité virtuelle vous permet de faire passer comme émotion? Alors, c'est pas tout à fait de la réalité virtuelle, même si ça s'en approche parce qu'on utilise les mêmes outils. En fait, c'est une installation immersive avec un écran géant de à peu près 6 mètres par 3 et il y a un capteur sous l'écran qui détecte la présence d'utilisateurs. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme de la réalité virtuelle, mais sans casque. Et l'idée, c'est que l'expérience à tout moment, c'est que l'utilisateur est là. Donc, l'utilisateur est en contact en permanence avec le sujet. En l'occurrence, qui est donc la solastalgie, vous l'évoquiez. On a interrogé une vingtaine de personnes qui nous parlent donc de ce phénomène qui est lié à l'éco-anxiété, au réchauffement climatique, des gens qui ont peur un peu de la fin du monde. Et on a écrit un texte et on essaye de raconter visuellement ce qu'ils ressentent et on essaie de créer une expérience comme ça qui connecte l'utilisateur à ce sentiment. Et comment il va être davantage connecté à ce sentiment? Parce que finalement, on a le son, on a l'image. Alors, il y a un capteur de présence, mais comment se fait cette interaction? Alors, je peux pas tout révéler, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout le film a été fait en 3D et qu'à chaque fois que l'utilisateur se déplace, le film réagit. Et il y a un moment, il se passe quelque chose qui fait qu'on passe de l'autre côté. Bon, quel suspense, hein. Ça donnera envie à tout le monde, j'imagine, d'aller à la Gaîté Lyrique. Moi, j'avais une question à propos du casque. Alors là, en l'occurrence, vous dites on n'en a pas besoin, mais qu'est-ce que ça change pour le public de partager une émotion avec les personnes avec qui il est dans une salle s'il a un casque? Est-ce que ça l'empêche de communiquer avec son voisin, de ressentir collectivement quelque chose face à l'art? Alors de plus en plus, on a des expériences qui sont collectives en VR, c'est-à-dire qu'en gros, on se retrouve à plusieurs utilisateurs dans un monde virtuel, mais en étant ensemble. Alors là, ils vont être physiquement au même endroit, mais on peut être aussi physiquement à des endroits et différents. Oui. Donc ça peut recréer en fait et du lien et voilà, et des C'est nouvelles une dimension interactions. importante quand même. Quand on va au musée, c'est aussi un partage collectif. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a des œuvres déjà qui sont de plus en plus multi-utilisateurs, comme je disais. Et en plus, on est aussi face à une capacité où chacun vit dans le casque une expérience personnelle, dans le sens où, en fonction de la manière dont on va réagir, on va pas vivre la même expérience. Et c'est finalement, souvent, les gens ont un grand besoin de parler après, entre gens qui ont fait la même expérience, Ouais. pour confronter ces points de vue différents qu'ils ont pu avoir et qui sont souvent parfois diamétralement opposés. C'est-à-dire qu'en gros, on est vraiment dans des modes de diffusion et d'expression où les gens, en tant que spectateurs, sont plus que spectateurs, ils sont aussi acteurs. Et donc, du coup, la manière dont ils vont interagir va avoir un impact sur le ressenti qu'ils vont avoir sur l'œuvre qu'ils ont vue. Donc, Et ça, c'est chausser des lunettes de VR aussi, ça nous rend davantage acteurs. Exactement, parce que c'est son point de vue, la manière dont on va réagir, ses émotions, ce qu'on amène dans l'expérience, qui va faire partie de l'expérience et de ce qu'on va pouvoir en retenir. Alors, on va parler un peu finance quand même, hein, parce que cet art digital, j'imagine qu'il est aussi onéreux. Ça veut dire qu'il faut faire appel à des technologies plus lourdes. Comment l'industrie culturelle peut basculer vers le numérique tout en trouvant un bon modèle économique? Alors Donc, justement, la bonne la mère. question du modèle économique, elle est clé parce que on voit, quand on pense au musée notamment, ou aux lieux qui reçoivent du public, qu'ils essayent, et ils l'ont fait avec le confinement de façon très très accélérée, de toucher un public grâce au numérique, et se pose la question du modèle à un double niveau. Le premier niveau, c'est
comment monétiser tout ça auprès du public. Est-ce qu'on le fait payer? Est-ce qu'on considère que c'est un service qui amène de l'attractivité, de la fidélisation, et donc on va se retrouver autrement? Et puis, il y a la question des coûts et du coup des économies d'échelle. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'on voit beaucoup d'initiatives qui, chacune, font appel à un développement par-ci, par-là. Et nous, notre conviction, c'est qu'il faut plutôt développer des socles, donc sur lesquels il faut investir peut-être de façon un petit peu plus massive, mais des socles qui vont être modulaires, évolutifs, et qui vont pouvoir s'adapter à différentes situations, et à la fin, être beaucoup plus rentables d'un point de vue économique. Et diffuser, par exemple, sur différentes plateformes, à des moments différents. Les expériences sont de plus en plus... Multiplier la commercialisation, finalement. Voilà, les expériences sont de plus en plus 360. On parle beaucoup d'hyper-distribution. On voit que des médias se retrouvent à faire des émissions sur Twitch, des concerts se retrouvent sur Fortnite. Donc effectivement, il y a une notion d'être présent à tous les endroits où peut être le public, à la fois dans le monde physique et à la fois dans le monde numérique. Donc cette notion d'hyper-distribution est effectivement clé. Et du coup, avoir des socles techniques qui permettent d'adresser toutes ces formes de distribution, c'est de l'investissement, mais derrière, ça peut permettre de trouver des effets d'échelle. Et puis, aussi, autre effet d'échelle peut-être intéressant, c'est que le numérique, ça permet parfois de réduire les coûts en interne pour améliorer, accélérer des process, de la gestion. Alors effectivement, c'est amusant parce que pas plus tard que la semaine dernière, on a été appelé par une société de production de cinéma et de séries, sa direction administrative et financière, qui nous dit est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? À chaque fois qu'on fait une production, on doit engager des centaines d'intermittents, des dizaines de fournisseurs, donc on a des centaines de contrats, et tout ça est géré vraiment à l'ancienne. Est-ce qu'il n'y a pas des outils pour dématérialiser, gérer ça en mode cloud, en mode SaaS? Et donc effectivement, il y a des réponses. Par exemple, nous, on a accompagné une start-up dans laquelle on est maintenant au capital aussi, qui s'appelle Badakan, et qui aide des entreprises à gérer des contrats courts de type intermittence. Et par exemple, ils ont travaillé avec un festival du cirque, avec le Salon du Livre, et ça peut permettre de gérer, de permettre aux équipes de ressources humaines d'économiser tout simplement du temps sur des activités qui sont à faible valeur, parce que quand elles sont gérées sur une plateforme en mode SaaS, c'est plus simple, c'est plus fluide, ça correspond à des expériences que chacun connaît au quotidien avec son smartphone, et à la fin on gagne du temps et donc de l'argent. Cette question du financement de l'art digital, Benoît Baume, vous l'adressez aussi, puisque j'ai vu que vous aviez créé un fonds d'amorçage et également un incubateur de start-up dédié à l'image et la culture qui s'appelle l'Agrandisseur. Exactement. Alors nous, je pense qu'il y a effectivement plusieurs modèles. Nous, sur le festival de verre qu'on a créé il y a 5 ans, clairement, on l'a rendu possible grâce à des mécènes qui sont impliqués sur ces sujets-là, et notamment BNP et Paribas qui nous suivent depuis 5 ans, parce que voilà, ils s'intéressaient à la manière, eux, ils sont plutôt liés au monde du cinéma, et ça les intéressait de voir comment est-ce que l'immersif pouvait transformer ce monde-là. Et du coup, on a fait un bout de chemin ensemble qui était aussi une courbe et d'apprentissage pour eux dans ce monde-là. Mais on voit effectivement qu'il y a des nouvelles formes et qui arrivent. Aujourd'hui, par exemple, il y a des nouvelles techniques comme la photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est capter le monde en fait de manière vectorisée en volume, mais avec le rendu photo et réaliste. Donc en gros, c'est la captation qu'on va connaître dans le cinéma et l'univers du jeu vidéo qui est 3D vectorisé. Et en fait, la photogrammétrie ou la vidéogrammétrie, c'est le trait d'union manquant entre ces deux industries, et ça amène des possibilités qui sont absolument incroyables dans tous les domaines. C'est clairement des choses qui demandaient de la R&D et du financement, mais aujourd'hui, ça permet des nouvelles choses. Donc effectivement, on va accompagner des startups, par exemple, dans ce domaine-là. Et par exemple, aujourd'hui, ces startups travaillent aussi bien pour des musées que pour des marques de luxe qui veulent, par exemple, garder des lieux de patrimoine et conserver une copie numérique parfaite et vectorisée de certains lieux très importants. Donc on trouve des nouveaux modèles économiques qui sont des modèles économiques mixtes, effectivement. Et puis, voilà, on teste des choses. Distribution sur les plateformes type Oculus Store pour de la VR, programme de location de casques à distance qu'on vient de lancer, où en fait on envoie les casques par coursier chez les gens pour qu'ils puissent voir les expériences. Voilà. Il y a aussi une diffusion des casques de VR qui est de plus en plus importante, puisque le dernier Oculus Quest 2
il s'en est vendu autant en 5 mois que de casques Oculus pendant les 5 années précédentes. Donc il y a eu une accélération et très forte, sûrement liée au confinement. Oui. Donc voilà, donc on sent que tout ça est en train d'émerger fortement. On voit aussi des lieux qui ont eu un impact très important. Je pense évidemment aux Japonais de TeamLab qui maintenant sont dans le monde entier. Ce qui s'est passé à Paris avec l'atelier des Lumières, effectivement, qui était devenu un des lieux avant le confinement qui attirait le plus de monde à Paris, plus d'1 million de visiteurs et par an. Donc voilà, donc on sent qu'il y a des nouveaux modèles économiques qui ont émergé, ils sont aussi bien physiques que distanciels, mais tous liés au digital. Et que c'est dans la combinaison effectivement de ces différentes ressources qu'il y a un modèle économique qui commence à émerger. Après, oui. et juste pour finir, je pense qu'on a la chance aussi en France d'être dans un pays où ces créations ont extrêmement aidé, notamment par le CNC, qui a créé des nouvelles commissions spécialement dédiées à ces projets-là, aussi bien en création, en écriture qu'en diffusion, et je pense qui a vraiment joué un rôle extrêmement important sur le fait que des choses ont émergé en France. Alors, Pierre Zandrovitch, moi, je voulais aussi vous interroger, peut-être pas sur le coup, mais quand même, techniquement, c'est beaucoup plus lourd quand on est un artiste et même un réalisateur. On travaille, on travaille déjà avec des machines, mais là, cette virtuelle production, c'est quand même beaucoup plus lourd techniquement. Comment ça impacte aussi la création? Tout le monde ne peut pas s'y mettre. Non, c'est vrai qu'on a des nouveaux challenges. Les œuvres sont quand même plus courtes. On est quand même plus souvent sur des formats qui sont entre 10 et 15 minutes. Mais moi, je vois plutôt le verre à moitié plein. Je pense que c'est une super opportunité. En fait, tout à l'heure, on évoquait par exemple le concert dans Fortnite. Je pense qu'on va créer un lien avec le public qui est tellement différent en fait, ça nous ouvre des portes artistiques qui sont extrêmement différentes d'avant. Benoît parlait de la photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est quelque chose qui vient de la photo, mais c'est une nouvelle façon de faire de la photo quelque part. What is Left of Reality, ça a été fait aussi avec de la photogrammétrie. Et en fait, il y a un look, une image qui est tellement différente. Donc en fait, il y a tellement de nouveaux outils. Si vous voulez, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est quelque part parfois un peu dépassé par tous les outils qui arrivent. On a envie de tout tester et de voir ce qu'on peut faire avec. Donc c'est plutôt très très positif, je trouve. Est-ce qu'il y a une VR à la française, comme on a un cinéma français? Absolument. Il y a totalement une VR à la française pour les raisons dont Benoît parlait. Le CNC nous permet d'amorcer des films que d'autres pays comme les États-Unis vont pas forcément financer. Donc on a une scène VR assez hauteur. Là où les Américains vont plutôt se faire financer par des grosses boîtes et vont faire des films plutôt mainstream. Donc effectivement, je pense qu'il y a une bonne quarantaine d'auteurs aujourd'hui en France qui font des grands festivals, notamment Sundance, Venise, Tribeca. Donc ouais, on se connaît tous et c'est assez excitant. D'ailleurs, vous contribuez à la notoriété de cette VR française. Merci beaucoup. Autre façon de bien monétiser l'art digital, l'art numérique, c'est la blockchain, puisque alors on voit un vent de folie s'emparer en ce moment d'Internet avec les NFT, ces jetons uniques qui permettent en fait de donner de la rareté, de remettre de la rareté dans le jeton numérique, mais ce jeton peut être associé à une œuvre d'art, et en général, c'est plutôt ce qui se passe. Ça, vous y croyez beaucoup à ce modèle économique autour du NFT et de la blockchain pour l'art ? Alors, il y a deux choses. Effectivement, il y a la blockchain qui, avec ses apports sur la transparence, la traçabilité, la rapidité, devrait apporter des solutions pour la gestion des droits d'auteur, qui est quand même très ancienne dans certains mondes. Je pense, par exemple, moi, je suis écrivain, donc dans l'édition. J'ai toujours pas reçu mes droits de l'année 2019 pour un titre qui est sorti en 2018. Donc, il y a beaucoup de lenteur et avant ça, il y a beaucoup d'améliorations à mener. Ça permettrait de rendre le droit d'auteur infalsifiable ? Oui, et plus transparent et du coup avoir des informations beaucoup plus rapides.
avec les mécanismes des micro-contrats, des smart contracts. Voilà, cela dit, ça nécessite beaucoup de changements culturels, d'investissements de la part des entreprises, de monter aussi des standards. Donc, c'est plutôt quelque chose d'assez long terme. Et là, la valeur apportée par la blockchain, effectivement, on la voit plutôt sur le NFT tout de suite, hein, puisque il y a eu des transactions phénoménales à plusieurs dizaines de millions de dollars ou d'euros sur certaines œuvres d'art, notamment. Et effectivement, au-delà de la rareté qu'apporte le NFT dans le monde numérique, on peut l'associer à quelque chose d'émotionnel et quelque chose de social, ce qui fait qu'il y a beaucoup de valeurs qui se créent. Il y a la bulle des cryptoactifs actuels aussi qui fait que cette bulle se transcrit sur le NFT. Et à ces NFT, on pourra aussi associer demain de plus en plus des privilèges, c'est-à-dire par exemple le droit de voter sur telle décision d'un club de foot ou le droit de rencontrer tel artiste et éventuellement des droits financiers associés. Donc il y a effectivement un avenir, je pense, au NFT en particulier, avant un avenir peut-être plus général sur la blockchain, malgré tous ces inconvénients, puisqu'aujourd'hui ça pose beaucoup de questions environnementales, notamment pour les blockchains qui utilisent des preuves de travail qui sont très gourmandes en énergie. Donc il y a d'autres solutions qui se développent. C'est vrai, mais ça peut quand même réconcilier le monde de la culture avec le numérique, hein, qui a beaucoup souffert de la copie, du piratage, du téléchargement illégal. Alors, là, d'un seul coup, on retrouve une unicité et une valeur. Ouais, alors il faut aussi faire attention, parce qu'on voit arriver de plus en plus avec la folie et des NFT, des gens qui se mettent à certifier des œuvres qui ne sont pas les leurs. Oui. Donc du coup, parce qu'il y a des œuvres qui sont présentes sur Internet de manière assez naturelle, et donc du coup, c'est vrai que on voit des gens qui certifient des œuvres qui ne sont pas à eux. Oui, et donc il faut être très prudent, parce qu'on arrive à la fin de ce débat, et je voulais qu'on termine quand même sur les images de What is Left of Reality. Merci beaucoup Pierre Zandovitch, réalisateur, Nicolas Godmet, partenaire chez OnePoint, et Benoît Baume, fondateur de Ficha et du festival d'art immersif Les Ailleurs, qui ouvre donc le 19 mai au public. Juste après la pause, c'est Game Business. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech, je vous l'ai dit, pour parler de Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby. Bonjour Guillaume, cette semaine, donc on va faire le tour de 3 grosses actualités du monde du jeu. On commence par le rachat de Blade et son service Shadow. Absolument. La nouvelle est tombée vendredi dernier. La société Blade, éditrice du service de cloud gaming Shadow, sera finalement reprise par Ubique. Ubique, c'est la société de diversification d'Octave Klaba, par ailleurs patron et propriétaire de la société OVH Cloud. Alors, on va peut-être rappeler en quelques mots l'histoire de Blade. Blade, société qui est née en 2015, chouchou de la French Tech, pépite française qui a levé ces dernières années près de 100 millions d'euros. Mais voilà, Blade s'empêtre très rapidement dans des investissements qui sont colossaux et ils n'arrivent pas à convaincre suffisamment de clients. Ils ont convaincu moins de 100 000 clients en 6 ans. Parallèlement à ces investissements, ils se retrouvent à une problématique classique, on va dire, du cloud, qui est l'utilisation des serveurs. Et oui, les joueurs, ils jouent de 18h à 1h du matin, mais pas tellement le reste de la journée. Donc quand vous avez une audience qui est principale, enfin des clients qui sont principalement en France, ben vous avez des serveurs qui sont très utilisés pendant une plage horaire et pas du tout pendant le reste du temps. Donc voilà, Blade n'a jamais réussi à aller chercher des clients au-delà des frontières françaises, d'avoir un reach mondial. Voilà, le résultat est donc sans appel. Plus de 30 millions de dettes, un placement en redressement judiciaire. Les jours de Blade étaient comptés. 2 repreneurs potentiels. D'un côté, Octave Klaba. De l'autre côté, les 6 dirigeants fondateurs associés à Xavier Niel. Le tribunal de commerce de Paris a jugé que l'offre de Octave Klaba était meilleure sur le papier, et surtout qu'elle donnait... Il l'a rehaussé d'ailleurs. Il l'a rehaussé, qui donnait d'autres perspectives à la société. Donc c'est lui qui a été choisi. Et alors justement, quelles sont, selon vous, Guillaume, ces intentions d'Octave Klaba concernant l'avenir de Blade ? Écoutez, le problème de Blade, c'était sa capacité à investir dans des ordinateurs très puissants, mais c'était aussi des très mauvais contrats passés avec les hébergeurs. OVH Cloud, c'est un hébergeur, il possède des machines. Donc la première chose que va faire Octave Klaba, c'est faire le ménage dans tout ce qui a été fait jusqu'à présent avec les fournisseurs par Blade.
Ça, c'est un. Et puis après, qu'est-ce qu'il va exactement faire du service Shadow? On ne sait pas vraiment. Il y a quelques mois, il disait qu'il voulait constituer une offre concurrente à Microsoft 365 ou à la G Suite, donc une offre de productivité, pas forcément de cloud gaming. Et là, vendredi dernier, dans son tweet, il dit qu'il va faire la meilleure offre de cloud gaming avec Shadow. On ne sait donc pas vraiment ce qu'il va faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans mauvais jeu de mots, maintenant, il est aux manettes. Il n'a pas prononcé le mot de cloud computing. Alors, au final, ça n'a pas l'air tellement de vous emballer quand même. C'est un peu triste. C'est un peu triste parce que ça montre que c'est quand même compliqué de s'imposer en tant que société française dans un marché global dans le numérique. Et puis ça montre aussi que le marché français est insuffisant en taille, contrairement au marché américain et au marché chinois. En parlant des Américains, vous avez donc une autre news à commenter aujourd'hui. C'est le procès Epic Apple qui s'est ouvert en Californie lundi. Ah oui, that's a thing, ce procès. Un procès sans jury, Apple contre Epic, Tim Cook contre Tim Sweeney. Ça a de l'allure, on est dans un western digne des films de Sergio Morricone. Là, on est vraiment dans le game. Alors, ce procès, il est très important et son enjeu est énorme. Parce que si Epic a gain de cause, c'est tout le modèle d'affaires, entre guillemets, d'Apple qui se retrouve sur la sellette. Pas seulement dans le gaming, aussi dans la vidéo, dans la SVOD, plus généralement dans tous les services d'abonnement. On rappelle les faits, rapidement ? Alors, très simple. Pour simplifier, Apple prend 30% de commission sur son App Store. Et pour être sûr de les prendre, il impose son système de paiement. C'est lui qui encaisse des utilisateurs finaux et qui rémunère les éditeurs d'applications. Bon. Et il interdit tout autre système de paiement. C'est pour ça que typiquement les services comme Spotify ou Netflix ne vous permettent pas, depuis les applications iOS, de vous abonner parce que ni Spotify ni Netflix n'ont envie de reverser 30% à Apple. Bon, Epic, qu'est-ce qu'il fait? Il défie Apple et il propose à ses joueurs sur iOS d'acheter des V-Bucks sur leur site web. Crime de lèse-majesté. Apple les avait prévenus, surtout ne faites pas ça, et Apple enlève Fortnite de l'App Store. C'est la première fois qu'Apple enlève une application énormissime de son App Store. Et là, c'est le drame. C'est le drame pour Epic, c'est le drame aussi pour Apple, qui n'a plus de commission sur les ventes de V-Bucks, mais c'est surtout le drame pour les joueurs qui prennent plutôt parti pour Epic. Alors, les pratiques d'Apple, elles font aussi l'objet de plaintes auprès de Bruxelles. Il y a une enquête pour abus de position dominante qui a été ouverte. Ça va faire comme une traînée de poudre. Écoutez, ce qui est intéressant, c'est de voir la ligne de défense d'Apple. Tim Cook dit « L'App Store est un miracle économique pour toutes les industries ». Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'acteurs qui ont essayé de créer des stores de monétisation. On se souvient de Microsoft, on se souvient aussi des opérateurs télécoms qui ont essayé de créer des portails fermés ils n'y sont jamais arrivés. Il n'y a que Google et Apple qui y sont arrivés, qui ont réussi à arriver. Et puis, cette manne, c'est quand même 500 milliards de dollars par an qui sont redistribués. Donc, ce que dit Tim Cook, c'est que c'est normal qu'Apple prenne ce qu'il appelle une lichette au titre des innovations faites par Apple, de la gestion de la sécurité et de la qualité de l'ensemble du dispositif. Bon, ça c'est Apple. De son côté, Epic... Il ne faut pas casser le jouet. Il ne faut pas casser le jouet. Mais Epic, qui fait des jouets numériques, vidéo, va se servir de ses 400 millions de joueurs sur Fortnite pour faire pression, même si effectivement la défense d'Apple est quand même bien rodée. Alors, il y a des acteurs qui viennent s'allier à Epic, notamment dans la Coalition for App Fairness, justement dans le cadre des procès antitrust, anti-concurrentiels qui sont intentés contre Apple. Merci beaucoup Guillaume Monteux. Je compte sur vous pour suivre cette affaire de près avec nous dans Smart Tech. Guillaume Monteux, je rappelle que vous êtes président de Gatsby. À suivre, c'est la découverte d'un nouveau sport de glisse.
Si vous faites partie des fans de glisse en mal de neige et de snowboard, une innovation pourra peut-être vous séduire, n'est-ce pas Cécilia? Oui, Delphine, une innovation française. Il s'agit de Curway. C'est un snowboard électrique et surtout tout terrain. Plus besoin de neige en fait pour profiter des sports de glisse et pour profiter de cette sensation qu'on appelle le carving. Vous savez, c'est la capacité qu'a une planche à se pencher naturellement dans les virages, ne faisant qu'une seule trace sur le sol. On retrouve cette sensation avec le snowboard, avec le ski aussi, ou pour changer de conditions météo avec le kitesurf. Alors on a vu une image, mais à quoi il va ressembler précisément ce snowboard? Alors en fait c'est une planche montée sur 2 roues, c'est un peu comme une trottinette mais sans guidon. On va se placer dessus comme sur un snowboard, de côté, comme ça, avec les pieds en latéral. Et le concept, il se veut le plus simple possible d'utilisation. On monte sur la planche, on peut mettre ses pieds dans des crochets ou pas pour des raisons de sécurité, parce que vous le voyez, l'idée c'est d'aller aussi se mettre un petit peu en danger sur des terrains un petit peu plus intéressants que simplement un chemin sur la route. Donc on pourra sortir ses pieds sans problème. Et puis, en plus de ça, il y a des roues qui sont vraiment pensées pour garantir l'autostabilité, c'est-à-dire qu'elles font 30 cm de diamètre, trop petites ou pas assez larges, pas assez de stabilité, trop grandes, on n'aurait pas eu assez de centre de gravité pour l'utilisateur. La roue avant, en plus de ça, elle est motrice, elle est connectée au pivot, un axe de roulement autour du cylindre raccroché à une fourche qui tient la roue avant, un petit peu comme sur un vélo, et ce pivot, c'est vraiment l'élément clé de cette technologie parce qu'il va permettre à la roue de rester droite quand la planche, elle, va s'incliner dans les virages. Et il va lui permettre aussi de changer quand même de direction pour suivre l'inclinaison de la planche. Et donc, on va retrouver cette sensation de carving précisément. Il faut déjà bien maîtriser le snow pour utiliser cette nouvelle planche? Non, c'est pas la peine. D'après le concepteur, il faudrait seulement 10 minutes pour un novice qui n'a jamais essayé de poser ses pieds sur une planche de snowboard pour être complètement autonome sur le Curway. D'ailleurs, cette planche, il faut le dire, elle peut s'incliner à 50 degrés. C'est l'équivalent d'un snowboard classique. Aucun autre véhicule aujourd'hui sur Terre n'est capable de reproduire cette inclinaison, pas même le skateboard. Alors pour démarrer, vous l'avez dit, et pour freiner, vous l'avez vu sur les images, il y a une espèce de télécommande qui est reliée. Le fil n'est pas gênant. C'est un câble hydraulique parce que c'est un frein hydraulique. Encore une fois, l'idée c'est de permettre aux novices d'être le plus à l'aise possible. Le frein hydraulique permet un véritable confort pour que la sensation de freinage corresponde à la pression. Est-ce que vous avez des informations sur la batterie? Oui, elle est à l'intérieur, au milieu, et cette batterie, elle a été pensée à la fois pour être plus sécure et plus écologique. On a choisi à la place d'une batterie en lithium-ion classique, une batterie en lithium fer et phosphate, ce qui diminue drastiquement les risques de feu et d'explosion en cas par exemple de court-circuit. Mais en plus de ça, cette batterie-là, elle va être 7 fois supérieure sa durée de vie par rapport à la batterie lithium-ion. Et surtout, c'est une batterie rackable, je le précise parce que c'est important. On peut la retirer et aller la brancher, recharger l'appareil sans traîner son Curway jusque dans son... Et l'autonomie? L'autonomie, 50 km sur du plat et 40 km sur du dénivelé. Et les prototypes ont été testés par au moins 300 personnes jusque-là. On a vu des images des prototypes, mais aussi des produits finis. L'industrialisation, elle est en cours pour une livraison fin juillet. 3 200 €, hors taxe. Exactement. Ouais. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Smart Tech. À suivre quand même le lab où pitchent les entreprises du numérique. Moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.